Je sais pas vous, mais moi, ma fille me dit toujours 5 minutes de plus, papa, 10 minutes de plus, papa. C'est trop tôt pour aller au lit, papa. Faut changer de méthode? Ça veut dire quoi? Faut dire oui, alors qu'éduquer, c'est dire non. Je vais vous dire une chose. Le moment, sans doute, où on a entendu le plus de sottises publiques, c'est au moment de 68. Avec le champion du monde de la production des sottises, Cohn-Bendit. Personne ne peut le battre, celui-là. Avec ce slogan, il est interdit d'interdire. Éduquer, c'est transgresser. S'il n'y a pas de règles, vous ne pouvez pas transgresser. Donc, pour les partenaires sociaux, c'est jamais le bon moment et c'est jamais la bonne méthode. À l'arrivée, vous êtes à la ruine, parce qu'évidemment, les gens ne sont pas très contents de devoir travailler 2 ans de plus sans gagner plus. Ils manifestent, ils protestent et après ils passent à autre chose. On a fait toute une histoire pour les 64 ans. Qui en parle aujourd'hui? Où est le drame? Il fallait le faire, il l'a fait, il a bien fait, le président, de le faire. Et je vous dis une chose, il n'y a pas un président qui reviendra dessus. C'était pas la peine de s'énerver. Bon. Donc, l'idée, il faut revenir à une autre méthode. Oui, c'est ça. Mais vous croyez que qu'être au pouvoir, c'est dire oui toute la journée? Non, il ne s'agit pas de ça. Ben si, c'est ça. Parce que quand on dit non, les gens ne sont pas contents. Mais parfois, c'est un devoir de dire non. Dans sa famille, à ses enfants, dans son entreprise et dans son pays. C'est ce qui fait toute la différence. Ouais, c'est ça. Si vous croyez que c'est facile, ça ne l'est pas. Mais le travail, c'est d'abord de dire non. Et de prendre sur ses épaules la part de responsabilité qui est la vôtre. Alors, c'est jamais assez moderne, c'est jamais la bonne méthode, c'est jamais le bon moment, il faut toujours attendre, il faut toujours discuter. Ça, pour la coutume et la discussion, on est les champions du monde. Mais à un moment, il faut bien que quelqu'un prenne des décisions. Et le président Macron a eu raison de prendre cette décision. Et personne ne reviendra dessus. Et moi, quand j'ai fait les 62 ans, Monsieur Thibault, qui était à l'époque le patron de la CGT, m'a fait la tête. Il m'a fait une grande punition. Il n'est même pas venu aux vœux que je faisais comme président de la République. Je l'ai appelé. Mais je lui ai dit, c'est pas bien poli, ça. Ah, je peux pas, parce que avec ce que vous avez fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, les 62 ans. Bah, venez pas, mon vieux. Ça fera plus de petits fours pour les autres. Mais ça change rien. Bon, très bien. J'étais un inhumain et un sans-cœur de faire les 62 ans. Qui est revenu sur les 62 ans? Qui? Allons. Vous aussi, les médias, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et tirez les conséquences de ça. Le discours de la facilité n'est jamais le bon discours. Voilà la vérité. Transformation, oui, il nous reste 10 minutes. C'est un autre... Ouais, tout ça est pas sûr. C'est un autre aspect important de votre livre, Monsieur le Président, autour de la transformation de la scène politique, qui a besoin, dites-vous, de se régénérer par des débats nouveaux, libres, respectueux, débarrassés du politiquement correct. Je voudrais qu'on parle de ça aussi. Écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un discours à Grenoble, où je disais des choses simples. Si vous n'êtes pas content d'être en France, partez. Si vous respectez les lois, vous expulse. Et c'est pas parce que vous êtes Rome que vous avez le droit de faire des campements illégaux, vous branchez sur les réseaux d'électricité et d'eau sans payer. Mais vous vous souvenez le charivari? Mais vous vous souvenez qu'on m'a cloué au pilori? Certains de vos confrères, un hebdomadaire, avait fait la une avec ma figure, barré du titre « Le voyou de la République ». Le voyou de la République. Et maintenant, les mêmes expliquent qu'on a peut-être été un peu faible, on aurait dû aller un peu plus loin. Mais c'est ça le politiquement correct. Le politiquement correct, c'est de la lâcheté. C'est la volonté de plaire à tout le monde, avec le risque certain de mécontenter tout le monde. Et c'est vrai que je n'accepte pas qu'on puisse pas débattre. Quand j'ai posé la question, en même temps que mon livre,
Est-ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, ça favorise la paix ou pas? Est-ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ça favorise la paix ou pas? Tout le monde m'est tombé dessus. Je devenais le suppôt de Poutine. Mais c'est une question qui se pose. Les pays ne changent pas d'adresse. Il va bien falloir qu'on trouve un accord avec les Russes. On ne peut pas continuer à agrandir sans fin l'Europe pour avoir un ensemble qui déjà n'existe plus. Nos intérêts, je crois à l'Alliance Atlantique, mais nos intérêts ne sont pas toujours alliés sur ceux des Américains. Je crois à une Europe indépendante. Et on n'a pas à suivre les instructions des autres. Je veux pouvoir porter ces débats sans qu'on se fasse insulter. On a quand même le droit. C'est quand même pas interdit. La démocratie, mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est pas simplement le vote. C'est avant le vote la capacité de débattre. Vous pouvez dire que vous voulez la maîtrise de l'immigration sans être qualifié de raciste ou de sans cœur. C'est insupportable. Vous pouvez dire que vous vous posez des questions sur le conflit ukraino-russe sans être un suppôt de Vladimir Poutine. C'est insupportable. Et vous pouvez dire que vous êtes pour la baisse des prélèvements sans être un sans-cœur qui croit qu'aux riches et qui veut exploiter les pauvres. C'est insupportable de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense. Et c'est ça qui fait la mort de nos démocraties, qui sont en train de devenir un système où tout le monde a le pouvoir de dire non et où personne n'a la force de dire oui. La démocratie, pour moi, c'est pas l'impuissance, c'est prendre des décisions fortes, les assumer. Et c'est vrai, les médias ont un grand rôle là-dedans. Mais vous pensez qu'elles sont fragilisées aujourd'hui, ces démocraties? Ah ben, si je le pensais pas, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Bien plus que ça. Aujourd'hui, l'Occident, c'est moins de 800 millions de personnes, si vous prenez les États-Unis et l'Europe. L'Asie, c'est 4 milliards de personnes. C'est la démographie qui fait l'histoire. C'est pas l'histoire qui fait la démographie. Donc nous sommes devenus minoritaires. À l'époque de Louis XVI, la France avait 22 millions d'habitants, la Grande-Bretagne 18, les États-Unis 2. Le monde se passait chez nous. C'est fini. Nous dominions le monde. Nous sommes en train d'être dominés. L'axe du monde, l'axe, est en train de muter ouest-est. Si on ne voit pas ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. J'ajoute que rien ne me paraît plus important que de revoir le système multilatéral qui ne fonctionne plus. Quand je suis né, il n'y a quand même pas si longtemps. Merci. C'est un peu poussif, mais merci quand même. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. En l'espace d'une vie, la population mondiale a été multipliée par 3. Nous sommes 7,5 milliards. Dans 30 ans, l'Europe aura 430 ou 430 millions d'habitants. L'Afrique sera passée de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants à lui tout seul que les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, les 2 plus grandes villes du monde, enfin je ne sais pas si sont les... Enfin disons dans le peloton de tête des grandes villes du monde, Mexico et Pékin, entre 29 et 30 millions d'habitants. Dans 30 ans, Lagos, qui n'est pas la capitale du Nigeria, aura 40 millions d'habitants. Donc, si on ne comprend pas qu'on doit changer de toute urgence la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, les Nations Unies sont le grand absent des crises. Mais il est où le secrétaire général? Il y en a un. L'Inde, le pays le plus peuplé du monde, n'est pas membre permanent. Il n'y a pas un pays africain membre permanent du Conseil de sécurité. Il n'y a pas un pays sud-africain
sud-américain, membre permanent du Conseil de sécurité. Le Japon, deuxième économie du monde, n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Nous sommes depuis 23 ans dans le 21e siècle, on a toujours les organisations multilatérales du 20e. Comment voulez-vous qu'on parle de la Russie, de l'Ukraine, de Gaza, d'Israël, du Haut-Karabakh, des Arméniens, de l'Azerbaïdjan, avec ce système? Ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut faire preuve d'imagination et comprendre que les autres sont différents de nous, qu'on doit apprendre à les comprendre aussi. Et notre seul chemin de salut, pas simplement la technologie, parce qu'à Shenzhen, il y a autant de technologie que dans la Silicon Valley. Notre salut, c'est l'imagination. C'est la prise de risque. C'est oser. C'est changer les règles du jeu pour que le débat mondial et que le débat dans les démocraties soit revivifié. Il y a pour moi rien de plus important. C'est pas assez valorisé aujourd'hui, la prise de risque. En conclusion. En conclusion, c'est pas assez valorisé aujourd'hui, la prise de risque en France? Ah, si la prise de risque est assez valorisée, c'est une plaisanterie. Bon. Vous savez,